Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Un budget de 23,5 milliards de dirhams, soit une hausse de plus de 3 milliards par rapport à l'année dernière. Tel est le montant alloué au secteur de la santé dans le projet de loi de finances 2022. Un projet qui sera discuté au Parlement et qui essentiellement vise à renforcer le système de santé de base. Dans ce contexte de pandémie, comment parvenir à réaliser cet objectif de taille? Nous posons la question à notre invité. Il s'agit de Zakaria Firano, professeur en économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, nous sommes dans un contexte de relance économique, 25,3 milliards alloués au secteur de la santé. Pensez-vous que c'est suffisant pour ce secteur si vital? Très bien. Premièrement, il faut s'inscrire un peu dans la logique de réflexion autour de la loi de finances 2022 qui s'inscrit, à mon sens, dans une logique grandement sociale. Et dans ce sens-là, donc la loi de finances 2022 va essayer de répondre à des problématiques qui sont touchées actuellement et journalièrement par les Marocains, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, aussi dans le secteur sanitaire. Et donc là, ça vient aussi de la volonté royale, parce qu'il faut s'inscrire dans cette logique-là, après le conseil ministériel qui a été présidé par Sa Majesté, et qui a vraiment dit clairement qu'il faut vraiment faire un certain Big Bang en matière de santé. Et donc là, ça revient en quelque sorte à revoir tous les mécanismes qui sont intervenants dans le secteur sanitaire, que ce soit la carte sanitaire, que ce soit les ressources humaines à la disposition du ministère de la Santé, que ce soit aussi l'accessibilité des citoyens à ce service sanitaire, qui soit aussi de qualité, mais aussi qui soit à proximité de l'ensemble des Marocains. Et donc là, la loi de finances 2022, c'est un premier, je dirais, un avant-goût pour les 5 ans qui vont venir, et pour aussi l'instauration de ce qu'on appelle un projet grandiose qui est de la protection sociale généralisée pour tous les Marocains. Et donc là, le budget qui a été alloué, c'est 23 milliards. Il n'y a pas uniquement que le budget qui est alloué, il y a aussi, il faut voir un peu la nature des investissements qui seront mis en place dans le secteur sanitaire. Et également, il y a aussi les postes budgétaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 5500 postes budgétaires qui ont été alloués au ministère de la Santé. Et donc, ça vient en 3e rang après le ministère de la Défense et également le ministère de l'Intérieur. Et donc là, ça se voit clairement que la loi de finances 2022 s'inscrit dans son caractère de relance du secteur sanitaire en matière, premièrement, de renforcement des ressources humaines. Donc 5500 postes, c'est pas rien, donc une augmentation par rapport aux années dernières. Également, il y a les 23 milliards qui sont destinés en particulier à ce qu'on appelle le budget d'investissement. Et donc là, je donnerai juste des exemples. Nous allons voir en 2022 le début d'une restructuration de l'infrastructure sanitaire. Il y a beaucoup que ce soit des dispensaires, que ce soit des hôpitaux régionaux, provinciaux et également des CHU qui seront rénovés. Et là, je vous donnerai juste un exemple. Il y a le CHU de Rabat qui va être rebâti. On va voir, Inch'Allah, une tour sanitaire pour pouvoir répondre aux exigences très spécialisées en matière de santé. Alors, donc, vous l'avez évoqué, il y a aujourd'hui une réforme du système de santé de base qui touche aussi bien les établissements, l'infrastructure que le fonctionnement. À ce niveau-là, pensez-vous que les 4 piliers qui sont attendus, peut-être que vous pouvez nous rappeler, est-ce que cela permettra réellement de réussir ce chantier de réforme du système de santé au Maroc? Très bien, moi je crois qu'on est dans le bon chemin, ça veut dire consacrer, avoir une augmentation de 3 milliards pour la santé, pas uniquement la santé, il y a aussi l'éducation qui a eu vu son budget augmenter, mais je reste focalisé un peu sur la santé. Donc 3 milliards de plus en matière sanitaire, ça donnera premièrement un signal, ça veut dire l'État est là pour pouvoir devenir, entre guillemets, cet état social qui va répondre aux besoins sanitaires des Marocains, et surtout avec la crise pandémique de Covid-19, nous avons vu que l'interventionnisme de l'État sur le plan sanitaire était obligatoire et il va être indispensable pour les années qui vont venir. Et donc là, deuxièmement, moi je crois que sur le plan sanitaire, nous avons besoin pas uniquement d'une seule loi de finances, parce que vous savez, je prends par exemple les ressources humaines, donc nous avons vraiment un besoin entre 30 000 et 40 000 médecins, et aussi dans le corps paramédical. Et donc, ce qui fait que s'inscrire dans cette logique sur le moyen terme, ça veut dire sur 5 ans ou sur 10 ans, ça veut dire augmenter les ressources humaines, surtout pour arriver aux indicateurs qui sont, je dirais, suggérés par l'OMS.
baisse. Donc on parle un peu de 4 médecins par 10 000 habitants, par 1000 habitants. Et donc là, il faut arriver à ce seuil-là qui soit, je dirais, acceptable par tous les Marocains. Parce que vous savez que normalement, ça c'est en termes de ressources humaines, nous avons une certaine carence, c'est-à-dire il faudra la remédier. Et aussi en termes d'investissement et en termes de proximité du service médical, nous avons aussi des insuffisances. Il y a les centres dispensaires qui doivent répondre à un besoin, je dirais, quotidien des Marocains. Nous avons un manque à ce niveau-là en matière de ressources humaines, en matière aussi de matériaux et d'investissement, parce que ça se voit mal aujourd'hui que quelqu'un qui veut faire une radiologie, par exemple pour les poumons, qui se déplace directement vers un hôpital régional ou un hôpital CHU. Et donc là, il faut que les dispensaires fassent leur travail, il faut que les centres de proximité fassent leur travail, il faut qu'on passe à ce qu'on appelle je dirais, l'assistance familiale médicale. Ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment à proximité de tous les individus. Et donc alors, là, ça professeur, si je me permets de glisser entre guillemets une question, c'est quand on voit des pays, par exemple, comme les États-Unis, on voit que le système, en tout cas, ne serait-ce que le système des urgences, est organisé de telle sorte à prendre rapidement en charge les accidents de la route, par exemple. Ici, je veux parler du cas du Covid au Maroc. Si on voit les leçons du Covid, ce que le Covid a appris en termes de nécessité d'augmenter le nombre de lits et le nombre d'établissements capables d'accueillir un grand nombre, quelles sont, selon vous, les priorités à mettre, à concrétiser à ce niveau-là, c'est-à-dire pour résister aux chocs et aux pandémies qui peuvent se déclarer d'un moment à l'autre désormais dans notre planète? Très bien. Bon, moi je crois que la priorité, c'est le respect de la carte sanitaire. Donc, ce qui pose problème au niveau des urgences, surtout dans les pays en développement et les pays émergents, c'est le non-respect de la carte sanitaire. Maintenant, si on a un respect de la carte sanitaire, ça veut dire les gens qui ne sont pas très gravement blessés par des maladies peuvent partir a priori dans un dispensaire, après vers l'hôpital provincial, après vers l'hôpital régional, et après on laissera les cas particuliers, les cas avec des vraies spécificités au CHU. Donc, si on commence à respecter la carte sanitaire, ça va être vraiment un allègement pour le système sanitaire, mais également ça va permettre aussi une prise en charge des vraies maladies et des cas d'urgence de façon plus optimale. Maintenant, il ne faut pas se comparer avec des pays comme les États-Unis, parce qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde. Nous avons dans les États-Unis un système sanitaire qui est totalement, je dirais, en particulier, il est privatisé. Et donc là, on n'est pas dans cette circonstance. Il y a aussi les États-Unis aujourd'hui qui sont en train de réfléchir à comment... Alors là, c'est juste à titre, pas comparer les deux systèmes de santé, mais juste en termes d'organisation en fait. Oui, voilà, en termes d'organisation, moi j'ai dit que premièrement, il y a la question des ressources humaines. On ne peut pas demander un système comme celui, par exemple au Maroc, où nous n'avons pas les ressources humaines nécessaires, nous n'avons pas les moyens nécessaires de faire ce que d'autres pays peuvent faire. Mais ce qu'on devrait, je crois que ce qui est positif dans la question, c'est qu'on est en train de s'inscrire dans ça. Le Maroc aujourd'hui est conscient que le système sanitaire est dans l'obligation de répondre au maximum, de façon optimale, aux besoins des Marocains. Demain, je crois que je vais répondre autrement à votre question. Malgré les moyens que nous avions aujourd'hui, malgré, je dirais, les insuffisances qu'on avait, je crois que le système sanitaire, que ce soit aussi le personnel sanitaire, les médecins, le personnel paramédical, ils ont pu répondre de façon optimale à la crise Covid-19. On n'est pas tombé dans ce qu'on appelle un arrêt cardiaque du système sanitaire marocain. Par contre, il y avait des pays qui étaient vraiment plus avancés que le Maroc et ont vu leur système s'effondre. Et là, on revient vraiment à l'exemple de ce que nous avons vu en Europe. Et donc là, on n'est pas totalement dans la catastrophe, mais il y a des carences qu'il faudra relever, qu'il faudra vraiment dépasser. Et je pense que allouer des budgets, allouer des postes budgétaires, commencer à faire des vrais investissements, non pas uniquement dans les gros hôpitaux, mais également dans tout le processus de la carte sanitaire, ça va revenir à réduire un peu les disparités aussi. Professeur, il y a aussi une autre question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de ressources humaines, ce qui a conduit donc à ouvrir la voie au recrutement de médecins étrangers. C'est un chantier qui fait l'objet d'une certaine polémique. À votre niveau, pensez-vous que ce sera une solution pour permettre de répondre en partie aux besoins ou bien au manque, en tout cas, en ressources humaines dans les hôpitaux publics ou dans le privé? Bon, je crois que normalement, on sait très bien que le processus de formation d'un médecin est un processus de très longue haleine. Ça veut dire nous avons besoin au minimum
de 8 ans pour pouvoir avoir une ressource humaine qui est capable de répondre aux besoins sanitaires. Et donc là, bon, je pense que la décision stratégique au niveau du Maroc, elle était à cheval, c'est-à-dire premièrement, renforcer la formation. Nous avons maintenant des places qui sont de plus en plus importantes dans les universités, dans les facultés de médecine et aussi dans la médecine dentaire et aussi dans la pharmacie. Et donc là, c'est une réflexion de long terme. Ça veut dire qu'il faut attendre 8 ans jusqu'à 10 ans pour pouvoir vraiment récolter les profils de médecins et aussi des autres activités paramédicales sur le moyen terme. Maintenant, il y a une autre solution, je pense, de court terme, c'est celle d'ouvrir un peu le marché marocain et de l'ouvrir vers des compétences étrangères. Et donc là, le Maroc, son objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en place un service sanitaire au service des citoyens. Et donc là, il a choisi les deux voies. Premièrement, on va résoudre le problème de court terme. Ça va permettre de renforcer un peu la plateforme sanitaire marocaine, mais également d'ouvrir un peu le chantier de concurrence, parce que vous savez que la qualité, elle est vraiment en concordance avec ce qu'on appelle la concurrence. Donc là, si on ouvre un peu pour les compétences étrangères, ça va permettre un peu d'instaurer un climat de concurrence, ça va permettre aux clients marocains d'avoir des services qui sont vraiment, de qualité élevée, mais également le Maroc s'est inscrit dans une logique de long terme, ça veut dire dans la formation de ses propres médecins, de son propre corps paramédical, et donc ça va, je pense, dans les 10 ans qui vont venir, on va arriver à cet objectif qui est vraiment, la clé de route pour la réalisation de la protection sociale généralisée. Alors, réalisation de la protection, de la couverture, donc, ou plutôt généralisation de la couverture sociale. Donc, qui dit couverture sociale pense avant tout à la couverture médicale, je pense aussi au RAMED. Ce sont des défis quand même qui se posent face à ce système de santé. Pensez-vous que dans les premières années, il ne risque pas d'y avoir un certain embouteillage, en tout cas dans nos hôpitaux, pour faire face justement à cette demande qui sera, qui montera crescendo? Très bien. Donc, je ne dirais pas qu'il va augmenter crescendo, mais je dirais simplement que normalement, il faudra revoir la politique de ciblage. Donc là, le RAMED, vraiment, il a vraiment un peu, épuisé le système sanitaire marocain parce que nous avons stimulé la demande, ce qui est une très bonne chose pour les citoyens marocains, mais on n'avait pas une stimulation de l'offre hospitalière en parallèle. Et donc là, nous avions des afflux de personnes qui ont le droit, ils ont le droit d'avoir un service sanitaire, mais il n'y avait pas cette offre en parallèle qui pouvait satisfaire l'ensemble des demandes. Et je pense là, la clé de réussite de ce système qui va venir, Inch'Allah, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une vraie politique de ciblage. Et donc là, la politique de ciblage va nous permettre de savoir quels sont les gens qui vont pouvoir bénéficier des services sanitaires de façon gratuite. Je parle ici des pauvres et des vulnérables. Et donc, je pense que ce ciblage-là va nous permettre de réduire un peu cet afflux et aussi cette massification en matière de demande de soins. Donc là, c'est la première clé d'entrée, ça veut dire le ciblage des citoyens qui vont bénéficier des aides et aussi qui vont avoir à bénéficier des avantages comme ce qu'ils avaient dans la carte RAMED. Je pense que le ministère de l'Intérieur et aussi le ministère de la Santé sont en train de mettre en place des mécanismes de ciblage qui vont permettre d'identifier les Marocains dont le besoin il est le plus important. Maintenant, nous avons également ce chantier de la couverture sociale généralisée. Je pense que instaurer un système sanitaire, avec une dignité grandiose pour les Marocains, ça va permettre premièrement de concrétiser cette couverture sociale parce que ça va rester un peu sur le papier si on n'a pas un système sanitaire, que ce soit en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines capables de satisfaire les besoins. Et également, donc, ça va nous permettre aussi n'oublions pas que un système sanitaire bien fait, ça va permettre un peu d'améliorer le bien-être des Marocains. Donc, si vous avez cette confiance dans votre système sanitaire, si vous avez cette confiance dans la prise en charge en situation de maladie, donc vous allez regagner en termes de confiance, vous allez regagner en termes de bien-être et ça va se répercuter, je pense, sur le long terme, sur la consommation des ménages et aussi sur la croissance économique du pays. Donc là, alors, une question aussi, professeur, s'impose, c'est une réalité. Aujourd'hui, qui veut bien se soigner part obligatoirement dans le privé. Ce qui quand même porte un coup dur à l'image du secteur de la santé. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'enfin le citoyen puisse se sentir, puisse avoir ce choix d'avoir à aller soit dans le privé ou bien dans le public et non pas seulement obligation d'aller dans le privé et payer très cher pour se soigner?
Très bien. Bon, moi, je reviendrai sur vos mots. Je crois pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette causalité. C'est que s'il faut se soigner, il faut aller vers le privé. Moi, je crois qu'il y a aussi des compétences très importantes au niveau du public. Et donc là, les gens qui connaissent très très bien les CHU, par exemple, c'est pas un problème de compétences, c'est pas un problème de ressources humaines, mais plutôt d'organisation et d'accès aux soins, mais voilà, de qualité. Je dis simple, voilà, je suis pas en contradiction avec vous, mais je dis il faut nuancer. Ça veut dire que nous avons aussi des hôpitaux publics qui sont bien établis, qui sont bien développés. Nous avons des compétences. Les grands professeurs, moi je crois, qui sont sur le public. Et donc là, nous avons vu ça, nous avons vécu ça, surtout dans le Covid. Il y avait des collègues, il y avait des gens qu'on connaissait qui sont partis dans le public et ils ont été bien, je dirais, pris en charge. Ils ont été bien soignés. Cela n'empêche qu'il y a des carences, il y a aussi des lacunes dans le secteur public. Personne ne peut nier ça, comme vous l'avez dit, mais je ne suis pas dans cette logique de causalité. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc là, moi, je crois que le secteur public et le secteur privé ne sont pas réellement des concurrents. Il faut qu'ils soient complémentaires, dans une logique de complémentarité. Et dans ce sens-là, bon, il y a beaucoup de chantiers qu'il faut ouvrir. C'est que, premièrement, il faudra donner, par exemple, je dirais, les ramidistes ou les gens qui sont pauvres, vulnérables, devront aussi avoir accès au privé. Cela ne veut pas dire que le privé donne un service meilleur, mais c'est uniquement en termes de complémentarité. Parce que vous savez que la masse, par exemple, si je prends le système Ramed, on est en train de parler aujourd'hui de plus de entre 8 et 13 millions de bénéficiaires. Assez rapidement, professeur. Entre pauvres et... Voilà. Oui, donc là, normalement, je dirais que puisqu'il y a la demande, elle est très acharnée, donc il faut que ce soit une complémentarité entre les deux. Cela n'empêche que l'État social, nous sommes en train de parler d'un État social. L'État social, une des priorités qu'il doit prendre en charge, c'est le secteur sanitaire, parce que c'est lui qui garantit à l'État son rôle de fédérant et aussi un rôle de contrôleur du système sanitaire. Merci beaucoup Zakaria Firano d'avoir été en direct avec nous depuis Rabat. Je rappelle que vous êtes professeur donc universitaire spécialisé en économie à l'université Mohamed V de Rabat. Bonne journée à vous, professeur. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.